Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle émission. Une émission qui me va droit au cœur puisque cet invité, pour moi, est l'ambassadeur du politiquement incorrect. S'il devait n'y en avoir qu'un seul, ce serait lui. Et il est déjà venu, c'était dans nos anciens studios, sur cette banquette orange qu'on regrette peut-être aussi pour certains. C'est Gilbert Collard. Bonsoir Gilbert. Bonsoir, tout va bien? Alors oui, écoutez, avec vous, on ne sait jamais sur quel pied danser parce qu'on ne sait jamais ce que va nous réserver On sait surtout le pas qu'on futur. va garder les pieds. Bon, en tout cas, cher Je Gilbert voudrais d'abord Collard. excuser ma tenue un peu, Oui, un peu négligé, je trouve. négligée, mais on est dimanche. Voilà, Et moi, le dimanche, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? vous n'allez pas à la messe. Si, je la mets, bien sûr. Et vous allez à la messe comme ça. Oui, mais Dieu s'intéresse pas aux choses futiles, vous devriez le savoir. L'apparence le préoccupe peu. Ce qui le préoccupe, c'est mon âme. Et là, il a de quoi se préoccuper, bien sûr. Eh ben, il aura... Le dimanche, je m'habille comme ça, et quoi qu'il arrive, je reste habillé comme ça, voilà. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir puisque vous êtes monté, comme on dit, depuis le sud, hein, monté à la capitale, et parce qu'on vous reçoit, et c'est un événement, d'ailleurs, merci de nous accorder, je crois, une des premières interviews que vous accordez à cette occasion. C'est un événement puisque le 5 novembre, on le sait, c'est quoi? C'est pas seulement l'élection présidentielle américaine, c'est la sortie donc du premier tome de vos mémoires qu'on va afficher à l'antenne. Oui, qu'on voit bien. Oui, indéfendable mémoire, voilà, on les voit s'afficher. C'est le premier tome. Hein. Voilà, premier tome. Oui, parce qu'il y aura 2 autres tomes, hein, je crois, le 2 et le 3. Il va y avoir un deuxième tome. Alors, ils sortiront quand alors? Alors, le deuxième tome va sortir dans un an à peu près. Oh là là, mais ça veut dire que le tome 3, il va sortir aux alentours au quoi? moment des présidentielles, oui. Ah, mais... Ça va s'appeler Indéfendable mémoire politique. Et je vais raconter les souvenirs que j'ai de mon périple politique depuis mon entrée au Rassemblement. Enfin, ce qui était à l'époque. C'était le Front National, mais moi, je n'y ai pas adhéré. Hein, donc on va appeler ça. Vous aviez un traitement un peu de faveur parce que vous étiez pas au Rassemblement National. J'ai envie de raconter Marine, comment j'ai assisté aux disputes, comment dire tout le bien que je pense de Marine aussi, parce que Marine, elle a quelque chose. C'est ironique ou pas ça? Ah non, pas du tout. Elle a quelque chose que, en même temps, je dirais ce que je pense de pas très aimable sur elle, comme elle peut le dire sur moi, parce que de toute façon, même dans les familles, on pense du bien de qui on aime, et on pense qui aime bien du mal châtie de bien. qui on aime, de qui on aime. Hein. C'est la règle du jeu, quoi. Bon, mais j'ai vraiment envie de raconter. Jean-Marie Le Pen. Je vais vous dire comment l'idée d'écrire ce 3e tome m'est venue, ça. J'allais vous le demander. J'en ai assez d'être interviewé par des journalistes sur Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal, récemment encore... Éric Zemmour. Ah oui, Éric Zemmour. Faut-il parler de Zemmour d'abord ou de Knafo avant? Quel dommage que Napoléon soit terminé en labiche. Hein. Enfin bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bon. Et donc j'ai envie de raconter tout ça, comment je me suis engagé avec Zemmour, pourquoi je suis parti. Pourquoi écrire vos mémoires maintenant, Gilbert Collard? Parce que je perds la mémoire. Ah. Ça va, de peur de les perdre complètement, au moins les coucher sur papier. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs, vous le sortez le 5 novembre, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le 9 novembre, il y a aussi celle de... Enfin, c'est pas des mémoires là, parce que lui c'est plutôt ce que je cherche, c'est le titre, Jordan Bardella. Oui. Alors est-ce que vous avez des pubs dans les gares? Non. Vous n'avez pas le budget peut-être? Moi j'ai pas les moyens de faire de la pub. Vous c'est chez Mareuil Édition, hein, c'est pas chez Fayard. Moi non, chez Mareuil, un très bel éditeur. Très bel éditeur, bien sûr. Un éditeur. Qu'on salue d'ailleurs. Hein, qui s'intéresse à l'écriture, qui lit lui-même les manuscrits, qui les travaille. Non, c'est vraiment... Enfin, vous n'êtes pas tiré, si je puis dire, à 150 000 exemplaires, comme ça va être le cas pour... À mon âge, quand on tire à quelques exemplaires, on est déjà bien content. Bon alors, non mais je sais pas, mais non, parce qu'avec vous, je sais que je vais rire pendant toute l'émission, je sais que je vais rire. Bon alors. Vous la connaissez cette histoire, cette blague extraordinaire de Francis Blanc, je l'adorais moi. Je l'adore. C'est le sketch du fakir. Francis Blanc, c'est le fakir. Alors le fakir, je ne sais plus qui c'était Pierre Dac, le grand Pierre Dac, hein. Ouais. La voix de Londres. Hein. C'est vrai. La voix de Londres. Hein. Il était... Ici Londres, c'était lui? Oui, bien sûr. Non. Pierre Dac, oui, bien sûr. Incroyable, vous m'apprenez quelque Londres, chose. Oui. Comme alors, quoi, c'est bien d'interviewer des anciens. Il faisait, je ne me pas les anciens, c'est les gens qui ont dit l'histoire.
Si vous lisiez un peu l'histoire de Ah, l'Empire. arrêtez. Alors, et combien pesez-vous dit l'assistant du fakir. Et Pierre Dac, qui est le fakir, répond oh, Ah oui. une fois par mois. Ah, excellent. Vous savez quoi? Ça me rappelle, il y a une vidéo là qui est en train de ressortir sur le net parce que vous savez que ce qui est incroyable avec internet, c'est qu'internet a la mémoire que la télé, n'a Ah, plus. c'est horrible. Alors il y a une interview, faite donc de vous par Laurence Ferrari qui est en train de faire des centaines de milliers de Oui, vues. on l'a dit, oui. Ah ouais, alors c'est incroyable et qu'est-ce que c'était que ça? Vous lui avez mis, comme on dit, Mais je me suis elle avait fait, pris cher avec vous, je hein? me suis fait 2 ennemis, Bourdin. La vidéo aussi, vous pourrez la regarder. Mais lui, il est méchant, je veux dire. Hein, et, Ouais. il ne m'a jamais réinvité. Ouais, ouais, ouais. Laurence Ferrari ne m'a pas réinvité, mais elle m'a Ah non dit plus. pourquoi. D'accord. Elle m'a dit, moi, elle fait pris un râteau. Hein, Oui, parce que vous lui avez un peu comme ce que vous alliez faire avec moi là, avec Pierre Dac, vous lui aviez, demandé à quelle époque étaient, certains faits historiques, Bourdin, après on parlera de Ferrari. Bourdin commence à m'emmerder sur les valeurs de la République. Bon, je lui dis, de quelle République parlez-vous? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième? Et il me prend l'envie de lui poser la question, la première République, c'était quand? Et il me répond une date complètement idiote. Si vous me posez des questions sur les valeurs de la République et vous ne connaissez pas la date de la première République, c'est incroyable ça. je veux dire, la seconde, quelle date? Vous ne connaissez pas la date. La troisième, vous ne connaissez pas la date. Incroyable. La quatrième, il ne connaissait pas la date. Alors, il a vraiment, lui qui fait la leçon à tout le monde, bon, C'est vrai. d'un seul coup, il a été vraiment coincé. Bon, il m'en a voulu, il m'en veut, il m'a plus jamais invité, plus jamais, plus jamais. Laurence Ferrari, elle, c'est à propos de l'OTAN, mais elle est beaucoup plus correcte, quoi. Je veux dire, un jour, je lui dis, mais vous m'invitez jamais. Et elle me dit, mais avec le râteau que vous m'avez fait prendre, quoi, au moins, elle a la sportivité Beau de joueur, beau beau joueur, joueuse, quoi. Voilà, voilà, belle voilà, joueuse. voilà, 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 voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que vous êtes ce qu'on appelle un bon client. Vous en avez conscience parce que de tout temps, vous étiez souvent invité pour un petit peu, apporter du piquant, on se souvient de toutes ces émissions de débat aussi où vous étiez Oui. là pour, Moi, je trouve que ça devient mou, les débats, c'est vrai, maintenant. moi je regarde plus du tout. Moi Bah, il non y en a plus, plus de non. débat. C'est répétitif, ils ont tous leurs petites phrases toutes prêtes. Il n'y a pas, il n'y a plus d'improvisation. Hein. Ils sont tous formatés. Alors, on sent en plus, on sent qu'ils cherchent l'occasion de dire quelque chose qui fera parler d'eux, quoi. Ils n'ont pas envie que le quelque chose soit porteur d'un message qui intrigue, qui révolte, qui indigne. Non, il faut que ce soit le beau miroir dans lequel il Bah, il y en a puisse un, se vous avez mirer, peut-être vu quoi. cette semaine, je crois que vous avez fait un tweet dessus que j'ai retweeté sur, il s'appelle Croissant d'eau, on n'avait jamais entendu parler de Non, lui, non. journaliste sur BFM, Ah oui, vous c'est un avez cas, vu? lui. Oui, oui. Exceptionnel lui, Ah, lui, c'est un très bon cas. humoriste, hein, ouais. C'est un cas, c'est un cas. Mais C'est un incroyable. humoriste. Mais non, mais c'est moi qui dis Ah ça, bon, ça c'est de justement. l'humour. Oui, Ça c'est de l'humour. ouais. Ah oui, non, mais incroyable. Il y a Alors une haine, une détestation. il a lâché, il a expectoré une haine contre Jordan Bardella, le Rassemblement national, en disant des conneries. Du reste, il est allé jusqu'à dire, je crois, que le Front national de l'époque avait soutenu Pinochet. Oui, alors ça, j'avoue que ça m'a un peu échappé, ouais, Enfin, moi, je sais que j'ai récupéré des réfugiés. J'ai hébergé des réfugiés. Bon, ça, j'aurais pu, si j'avais été sur le plateau, le lui dire, mais euh, dire aussi que le Front National a été créé par des anciens collaborateurs, mais s'il y avait Bidault qui était là quand même, enfin bon, quand même, hein, celui qui a succédé à Jean Moulin, bon, alors c'est vrai que aucun parti sur ces monts baptismaux n'est irréprochable, hein, on aurait pu aussi lui parler des communistes et du pacte germano-soviétique. ou de la Francisque de Ou Mitterrand. de la Francisque de Mitterrand, ouais, bon, tout ça est démodé, dépassé. Mais c'est dingue, hein, parce que Et cette la haine rengaine, qu'il y ouais. avait, quoi, cette espèce. Normalement, l'ARCOM devrait s'en préoccuper. Hein. Ouais. Non, mais il ne s'agit pas seulement d'emmerder Hanouna. Là, quand même, on a un journaliste qui fait de la politique et qui fait de la politique agressive, vindicative. Qui est un militant, finalement, C'est un qui confond militant. militantisme Oui, c'est et un militant. ouais. Il est clairement un militant. Tiens, en parlant d'Hanouna, vous en pensez quoi, Thierry Moi, je l'aime Hanouna? beaucoup. Alors, nous avons commencé nos relations d'une manière orageuse. On a commencé par s'insulter.
je l'ai traité de drogué, il m'a traité de je ne sais plus quoi, et puis à plusieurs reprises, il a essayé de m'appeler en direct du plateau, j'ai pas répondu, sauf une fois, où on s'est insulté quelque part. Et puis, je l'ai vu dans ses émissions politiques pendant la présidentielle. Ouais, qui Et cartonnait. je l'ai trouvé remarquable. Je l'ai trouvé, non mais Notamment vraiment, une émission avec Marine Le Pen qui avait fait beaucoup parler. remarquable. Je me suis dit, mais tous les journalistes politiques à côté sont des nuls, quoi. Parce qu'il a ce bon Et sens non, populaire, mais il a le quoi. bon sens, Ouais. et puis là, il fait un effort pour être bien habillé, pour être poli. J'ai dit, ce type, finalement, je me suis trompé, quoi. Et dans une émission, je l'ai reconnu, je l'ai dit. J'ai dit, je regrette d'avoir traité Hanouna de drogué, d'imbécile, je me Surtout suis que c'est pas trompé. vrai, hein, C'est pas vrai, alors non, c'est en absolument pas plus, vrai. parce que sinon. Ah non, non, c'est absolument pas vrai, Ouais. absolument pas vrai. Non, mais c'était pas drogué au sens où il aurait C'est un pris, peu comme l'enveloppe, hein, dans laquelle il y avait rien. mais ça, Et c'est. tac. Non, mais ça, il n'y a jamais eu. Je n'ai jamais. Là, je suis Ah, victime alors, d'une d'une erreur fake news. judiciaire médiatique. Je n'ai jamais été à l'origine de l'enveloppe. Hein. Mais je l'ai vu, moi, c'est. Ouais. Non, mais oui, mais c'est mon client qui l'a apporté l'enveloppe. J'ai été piégé. Alors, on redonne le contexte pour les gens qui Ouais, nous mais les gens, ils regardent. s'en foutent. Bon. Non, 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 il y a Mais beaucoup de ça, gens. dans mes mémoires, je l'explique très bien, ça. Tiens, voilà. Je raconte en détail toute l'histoire hein, dans le tome 2. Hein. Dans l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras, mon client, M. Germont, qui en avait marre que la justice n'avance pas, ça lui arrive souvent, a prétendu détenir dans une enveloppe les noms des profanateurs. Et il a organisé une conférence de presse qui avait lieu le jour même, du reste, où le Front National était à Carpentras. Bon. Et c'est incroyable, mais vrai, il avait cette enveloppe. Je ne savais pas qu'il allait faire le coup de l'enveloppe. Il y avait un vent incroyable, incroyable. Et à un moment donné, il montre l'enveloppe. Il la montre comme ça. Et moi, pour être sur la photo, comme un con, pour être sur la photo, oui, je l'avoue, j'ai eu cette faiblesse que personne n'a. J'ai été le seul à avoir cette faiblesse. Personne ne l'a, personne, il n'y a que moi qui ai pu l'avoir. Pour être sur la photo, je tiens l'enveloppe. Mais après, je dis, et vous allez comprendre pourquoi, que je la lui rends. Parce que je ne veux en aucun cas détenir ce document. Pourquoi? Parce que si j'avais gardé l'enveloppe, le juge pouvait me perquisitionner. Et si j'avais été le responsable du coup de l'enveloppe, le juge serait allé la chercher chez moi. Mais je n'ai jamais gardé cette enveloppe. J'en ai jamais été le détenteur. C'est une histoire, si vous voulez, qui a été complètement montée par les guignols de l'info. Bon, ça a marché, ça a pris, bon. Mais vous savez que tous les ans, pour le 1er de l'an, j'envoyais des vœux avec un cadeau, authentique enveloppe de Carpentras, pliée dans l'enveloppe. C'est devenu un gag, quoi. Mais bon, moi, je l'ai pris avec humour, puis ça m'a permis d'accéder au statut de marionnette, hein, de guignol. Hein, bon. Moi, au moins, je sais que je suis. Dommage qu'il n'y ait plus les guignols d'info. D'ailleurs, on a reçu Bruno Gassio ici. C'est dommage, c'est dommage. Ça manque. Ouais. Vraiment, mais aujourd'hui, ils pourraient peut-être plus faire leur travail. Hein. Paradoxalement, c'est Bolloré qui les a supprimés. Eh oui, oui, mais enfin, ils étaient quand même très orientés aussi. Il faut pas. Vous savez, essayons, faisons un petit effort d'honnêteté, de bon sens. Ils étaient très, très à gauche. Bon, quand même, les cibles étaient toujours les mêmes. Mais on voit bien, Bruno Gassio aujourd'hui, il le dit, hein, c'est pour ça que je ne trahis personne. Ah, voilà, quand même. Hein, bon, Bruno Gassio était. Mais très drôle au demeurant. Il est drôle, oui. C'est un homme de gauche. Moi, j'ai bien connu. Bon, je ne voudrais pas. Non, je connais son beau-père. Ah bon? Le beau-père Bruno Gassio. Oui. Vous allez me dire quoi? Il était où? Rien, non. Ah bah si. Oh, ben elle a trop dit. Ah bah non, si. Non, vous allez me dire qu'il était au Front National? Non, mais non, je ne me souviens plus de son nom. Non. C'était un humoriste. Sa fille est comédienne. Ah bah je sais, vous parlez de Michel Bernier. Enfin oui, professeur Choron. Oui. Vous avez connu le professeur Choron? C'était l'avocat du professeur Choron. D'accord. Enfin, l'avocat. Il m'a demandé des conseils. Il m'a parlé beaucoup de son gendre. En bon terme? Non. Pas possible. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, je ne vais pas le répéter parce que c'est le secret professionnel. Pourquoi c'est dans le cadre? Lisez le tome 2 des mémoires. Bah, vous ne l'avez pas encore écrit, moi je vous reçois pour le tome 1. C'est le tome 3.
D'accord, donc ce sera dans le tome 3. Choron, je l'ai bien connu, moi. Donc vous allez mettre ça dans le tome 2 ou 3? Oh, je crois que je vais me larguer, oui, oui, raconter tout ça, oui, oui. D'accord. Pour revenir un petit peu, vous parliez des Guignols de l'info, sans jeu de mots, les journalistes un peu stars du moment, les Pascal Praud, les Cyril Hanouna justement, Yann Barthès. C'est quoi votre regard sur, Pascal Praud, par exemple? Tiens. Ah, Pascal Praud, moi, je trouve qu'il fait du très, très bon travail journalistique, hein. Vous savez, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, elle portait je ne trahis rien en le révélant, elle portait sur Mauriac. Au téléphone, on parlait de Mauriac, Avec Pascal Praud. oui, de l'écriture de Très grand joueur de Mauriac. football, Mauriac, bien Oui, sûr. oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est surprenant. Thérèse Desquerroux avait le ballon, c'est ça? Voilà. Voilà. Oui, Non, mais c'est vrai que c'est personne ne va surprenant. comprendre ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai donc vous voulez dire que Pascal Praud est quelqu'un de très cultivé Ah oui, et moi, c'est vrai que je confirme, je enfin, on le voit, on le voit. ça se C'est voit du peut-être un des reste. journalistes les plus cultivés Bon, d'ailleurs, peut-être, sans qu'on le là, sache. depuis quelque temps, enfin, je l'ai eu récemment, là, après le deuil de son Ouais, père, hein, c'est vrai et on bien pense à sûr, lui, ouais. bien sûr, bon, comme je lui ai dit, bon, ça c'est la seule vérité finale, hein, bon, on va tous faire les malins, hein, et on fait les malins peut-être parce qu'on oublie qu'on est attendu, quoi, hein, voilà, bon, hein. Pour répondre directement à votre question, c'est un type cultivé, quoi, puis c'est un type gentil et courageux, bon, non, moi j'ai une bonne opinion de lui. Yann Barthès? Non, je l'aime pas du tout. Non, c'est il est incapable d'improvisation. C'est vrai, C'est un tout est ventriloque. écrit. C'est un ventriloque. Bon, lui, c'est le pur produit de la crétinerie médiatique. Voilà, c'est un répétiteur. Il n'y a pas de créativité dans ce qu'il fait, hein. Justement, on va évidemment parler longuement de votre livre dans un instant, mais quand même, c'est toujours intéressant de vous avoir, en tant qu'observateur aussi fin, observateur, de la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez, du gouvernement Barnier depuis sa prise de fonction? Est-ce De que, quoi, de quoi? Michel Barnier, vous Vous voyez pas? parlez de la Non, pas Michel fille de Bernier. Choron? Non, non, ça c'est non, je parle de c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y en a un qui me l'a faite, récemment. Ah ben, je M peux pas être original tout le temps. Ouais, c'est vrai. Bah, oui, vous voyez, vous êtes suiveur là. Michel Barnier, est-ce qu'il a encore les moyens de gouverner d'après vous? Ou est-ce que finalement il a Non, mais le couperet du vous avez RN? vu le dernier sondage dont a fait état le Figaro, je crois. Je ne voudrais pas me tromper, mais c'était Ipsos peut-être. Je peux me tromper là, mais les Français ne croient plus en la démocratie. Ils n'y croient plus, hein. Et il y a une défiance à l'égard du personnel politique qui est colossale, quoi. Il y a un désamour entre le peuple et la politique et les représentants de la vie politique qui est catastrophique. Non mais, on est arrivé à un moment donné, et Macron y est pour beaucoup. Il n'est pas le seul, hein. C'est une longue histoire. Mais Macron y est pour beaucoup par son incapacité à comprendre que l'histoire est tragique, hein. La vie politique de la France est foutue, quoi. Il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'échange d'idées, tout est dans la facticité du débat, quoi. Il y a pas, De grands discours à l'Assemblée, il y non, en mais il a n'y a plus plus. d'idéologie, et ils sont là en train de parler des valeurs, ils s'en tapent, on le voit bien, bon, mais si vous voulez, ce qui a définitivement poignardé la démocratie, ça a été les législatives. Une erreur d'avoir dissous? Non, c'est pas seulement la dissolution qui est une erreur, mais c'est le fait que des gens du Parti socialiste ont appelé à voter pour des macronistes, des gens du Parti communiste ont appelé à voter pour des républicains, des gens des Bah, le fameux républicains, Front voilà, républicain. le fameux Front républicain, et puis Ah, après, il a quand même tenu le Front oui, républicain mais puis encore. après ils se sont foutus sur la gueule. Donc oui, il a tenu, bien sûr, mais Oui, ça mais ne comme à tiendra. chaque fois, mais il le reconstitue à chaque fois Non, quand mais ça même. ne tiendra plus maintenant, parce que les gens se sont Ah, rendus vous compte croyez? que, bah là, quand même, à l'évidence, ils se sont bien rendus compte que c'était factice, quoi. Le Puisqu'ils ne sont NFP. pas capables de s'entendre le lendemain, même à l'intérieur du même parti, je veux dire, même à l'intérieur du Parti socialiste, il y a eu des dissensions évidentes qui montrent que tout ça est factice. La facticité n'est plus supportable. Vous savez, euh, il y a dans un colloque là, sur le crime, on m'a posé la question, quel est pour vous le prototype du criminel? Question difficile, hein. Et j'ai fini par répondre Tartuffe.
Tartuffe, le prototype du criminel, pour moi, quel que soit le crime qu'il va commettre, hein, c'est d'abord et avant tout l'hypocrite, le menteur, le Tartuffe. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde d'une tartufferie gigantesque, quoi. On le voit bien, hein, à travers toutes les affaires qui éclatent, quoi. Bon, là, un tel qui œuvre dans la charité, qui est un escroc, un tel qui œuvre dans la réinsertion, qui est un pédophile, un tel qui œuvre dans la bienfaisance, qui est un malhonnête homme. Bon, l'image de l'abbé Pierre, enfin, bon, je veux dire, on est dans un Vous en monde. pensez quoi de ça? Parce que finalement, il est mort depuis tellement longtemps aussi. On aurait pu foutre la. Moi, d'abord, alors, Parce que par là, principe, il peut difficilement se défendre, quoi. non, mais c'est le Moyen-Âge qui faisait le procès aux morts, hein. Non, mais on retourne au Moyen-Âge. Le On a Moyen-Âge. débaptisé des rues, des avenues, alors Non, qu'il n'y a mais même pas eu de procès, en moi, ça plus. met sur le plan juridique insupportable. Ce qui ne veut pas dire, je vous le dis très clairement, ce qui ne veut pas dire que j'approuve, bien évidemment. Essayez de le comprendre, ça. Ça ne veut pas dire qu'on approuve. Mais la période où l'on faisait des procès aux morts, c'était le Moyen-Âge. On faisait des procès aux morts, aux animaux et aux choses. Une cloche a été poursuivie en justice pour avoir blessé un paroissien. Un cochon a été poursuivi en justice. Et on faisait des procès aux morts. Et puis la civilisation est arrivée. On ne fait pas un procès à un homme, fût-ce un procès médiatique, qui ne peut pas se défendre. Alors, qu'un biographe écrive un livre sur la C'est intéressant Pierre. parce que ça renvoie aussi à ce qu'on appelle, vous savez, quand un criminel est jugé fou, Oui. il n'y a pas de procès. Il y a une forme de procès civil. Il y a une forme Oui, mais il n'y a pas de procès en cour d'assises, si vous voulez. Oui, oui. Mais on dit que pour les victimes, c'est très, très difficile. Ça, vous pouvez Oui, l'entendre. mais vous comprenez, il y a deux temps. Il y a un premier temps où on a le plaignant, et puis une fois que le jugement est tombé, on a la victime. Mais si on part du principe que la plaignante ou le plaignant est la victime, il n'y a plus de procès. Il suffit de déposer plainte. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? D'ailleurs, le statut de victime ne doit être donné qu'après une décision de justice, normalement. Bien évidemment. Et alors que tout le monde, les journalistes dont vous parliez, tout le monde dit la victime, la victime. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui lui reconnaît le statut de victime, jamais autant ça n'est qu'une plaignante. qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence n'a été autant piétinée, bafouée. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, qu'on approuve, qu'on justifie, pas du tout. Les faits allégués Mais à pas l'abbé du Pierre. tout. En aucun cas, prenons l'abbé Pierre comme ça, on a une hypothèse d'école archaïque, hein. Ce qu'il a fait, Enfin, au passage, je connais son fils supposé, moi. Et oui, non, c'est pas une blague, hein. Mais donc là, on peut dire, l'avocat que vous êtes, il peut dire ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait fait. Vous voyez. Qui, l'abbé Pierre ou... Ouais, l'abbé Pierre. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on peut lire, Mais finalement, dans les journaux. Bon, mais tant qu'une décision de justice, normalement, mais ne tant le qu'une reconnaît décision de pas, justice n'est pas rendue, au terme d'un débat contradictoire, où la parole de l'un vaut la parole de l'autre, sinon on tombe dans l'inégalité. Dans l'inégalité. On est en train de consacrer une inégalité de personnes. oui, c'est important parce que vous dites, encore une fois, je reviens, ce qu'il a fait. Mais finalement, tant qu'on ne saura Là officiellement, encore, si vous laissez l'Ancien jamais. Régime, le témoignage, par exemple, d'un domestique n'avait pas de valeur dans l'Ancien Régime. Il n'y a pas de valeur entre la parole du noble, de l'aristocrate et la parole du domestique. Il n'y avait pas de discussion. Bon, ça, heureusement, c'est bien que c'est évolué quand même. Mais non, mais c'est très bien. Mais il faudrait. C'est très Mais bien parce que on a considéré que aucune parole ne peut l'emporter sur une autre. Depuis l'affaire MeToo, Oui, l'impression d'accord, qu'aujourd'hui. mais si vous voulez qu'on prenne des mesures pour éviter les abus, les excès. Vous avez vu Depardieu d'ailleurs, ça c'est Oui, bon, il mais n'a pas pu se rendre à son premier jour de procès cette oui, ça semaine. doit être effroyable pour lui. Bon, alors, s'il est Il condamné. conteste tout d'ailleurs. Il conteste tout, mais Et pourtant, il a été jugé sur la place publique oui, déjà. la Révolution a supprimé une peine qui était effroyable,
qui s'appelait le pilori. Être cloué au pilori, oui. Pilori. Ah, c'est vrai. C'était une peine, c'était une peine. D'où l'expression être cloué au D'où pilori, l'expression ça. être cloué au pilori. Ça Bon, voulait dire quoi alors? un C'était quoi individu cette est peine? exposé en place publique. Il y a un très beau passage, du reste, je le cite de mémoire, dans Notre-Dame de Paris, où Quasimodo, du reste, est cloué au pilori. Alors, et on lui jette des épluchures C'est-à-dire qu'ils de étaient sur la salade, place publique. on lui crache dessus. Et voilà, le condamné était exposé sur la place publique, et les gens qui passaient pouvaient lui cracher dessus, lui tirer les cheveux, lui jeter des ordures. J'ai l'impression quand même qu'on retourne un peu en arrière, là. Hein. Nicolas Bedos, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont émus. Je ne sais pas si vous avez suivi cette Ouais. condamnation à 6 mois de prison La ferme. peine Donc, moi, je l'aime pas personnellement. Hein. ouais, mais au-delà, Non, mais là voilà, encore, attendez, il faut arrêter. Bon, on ce donne n'est le pas parce que, contexte. Un ce n'est baiser pas dans le parce cou, que d'après ce que j'ai lu, hein, non, mais ce n'est pas parce qu'on et n'aime une pas main, quelqu'un voilà, qu'on qu'on doit doit l'accabler. faire fi des principes. La condamnation est extrêmement sévère. Injustifié d'après vous Ah ou pas? oui, 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 oui. Ce qu'il a fait est inqualifiable et condamnable, mais doit être resitué dans le contexte. Ça mérite une peine, bien sûr, mais pas une peine de cette ampleur qui est inédite. Hein. Tous les commentateurs ont dit que c'était la première fois qu'il y avait une sanction aussi sévère. Elle sera réformée en cour d'appel. Oui, mais sauf que j'ai cru comprendre qu'elle était d'ores et déjà applicable. Donc le temps que l'appel Alors soit étudié, je ne moi sais j'étais pas si très c'est étonné exécutoire ou pas. quand j'ai vu qu'elle était d'ores et déjà applicable. C'est-à-dire que l'appel n'est pas suspensif, quoi. L'appel est suspensif normalement. Alors, à Alors, mon avis, il doit y avoir des mesures, sont les mesures curatives qui doivent être appliquées tout de suite. ah, peut-être pas la prison Peut-être ferme pas au la sens prison bracelet ferme. électronique. Voilà, ah oui. Et c'est vrai que c'était. Et vous sentez qu'il y a un durcissement, parce que beaucoup de gens, on va en parler après aussi, de l'insécurité en France, mais vous pensez que la justice est devenue plus sévère? Mais ça dépend avec qui. Malheureusement, on a des modes judiciaires. Et ça, c'est dramatique de constater qu'on est soumis à des principes de mode social judiciaire. D'un coup, il y a une infraction qui devient, excusez-moi de l'expression, à la mode. Et on va avoir une répression qu'on n'avait pas. En réalité, ce qui est terrible, c'est que la justice rattrape son retard. Par excès de sévérité. On a parlé d'ailleurs d'un coup de pub de la justice. L'avocate qui défend Nicolas Bedos Bien a sûr, dit. c'est vrai, mais c'est vrai, pendant des années, la police, la justice ont dédaigné les femmes victimes. Euh, Quand elles allaient déposer plainte, elles étaient mal reçues. Souvent, leurs plaintes n'étaient pas prises en considération. Elles étaient humiliées, elles étaient éconduites devant les tribunaux. Je l'ai vu, moi, devant les tribunaux. Je vous parle des années 71, 72, 73, devant les tribunaux, souvent, l'affaire n'était pas considérée dans son authentique gravité humaine, vous voyez. Et puis, les mœurs ont évolué, les prises de conscience ont évolué, et la justice rattrape son retard. C'est extraordinaire, hein, avec une espèce de sévérité maintenant, parce que les magistrats, c'est Drey, l'ancien premier président de la Cour d'appel de Paris, qui le disait, c'est un mec remarquable, si on avait plus de magistrats comme lui, il le disait, on est soumis, nous juges, comme n'importe qui, à la télé, à la radio, au mode. Hein. Et c'est dramatique de voir aujourd'hui l'influence hein, que l'opinion médiatique, je ne dis pas l'opinion publique, hein, souvent l'opinion médiatique est le reflet de l'opinion publique, vous me direz, peut avoir sur les juges. C'est préoccupant. Bon, alors c'est une belle entrée en matière justement pour parler de votre livre et on reparlera de la politique tout à l'heure. Pourquoi donc, vous m'avez dit pour évidemment coucher vos mémoires puisque vous commencez à perdre la boule, c'est bien connu. Ouais. Non, mais pourquoi vous avez choisi de les écrire maintenant, de commencer à les écrire maintenant? D'abord parce que... C'était important pour vous d'abord aussi de le Non, faire? parce que vous savez, j'ai tellement fréquenté de criminels, mais les plus effroyables. J'ai tellement pataugé de l'âme dans l'horreur, dans le sang. J'ai tellement... Ils vous disaient tous s'ils étaient coupables ou pas? Non, Vous leur demandiez ou pas oui. nécessairement? Après, plus. Pour bien défendre quelqu'un, il faut savoir la vérité ou pas? Non, non. Franchement, non. On a un dossier. La vérité, c'est le dossier. La vérité, c'est ce que dit le dossier, c'est ce que dit l'enquête. Alors souvent, on a affaire à des accusés
qui affirment être innocents, dont on se dit ils sont coupables. Mais en même temps, on n'est pas là pour juger. Et moi, il m'est arrivé de croire des individus coupables et de les retrouver acquittés. Bon. C'est que vous les aviez particulièrement bien défendus. Peut-être, mais je veux dire, bon, on n'est pas dans la position du juge. Moi, j'ai des amis magistrats, notamment une amie qui est une ancienne présidente de cour d'assises, on discute souvent ensemble. On n'a pas du tout la même approche, quoi. C'est pas le même fonctionnement mental. Le juge et l'avocat ne fonctionnent pas de la même manière. Je lui racontais l'autre jour comment j'avais fait libérer un individu qui était poursuivi pour avoir étranglé le maire de Bilbao. Je crois que c'était Luis Miguel Apalategui. Il semble que son nom me revient en mémoire. Et j'avais pu obtenir qu'il soit libéré sous 2 conditions. La première, que Monseigneur Etchegaray l'héberge. 3 conditions. La seconde, qu'il ne s'enfuit pas. Et la troisième, on constate que la description qu'il y avait dans le mandat d'arrêt ne correspondait pas à la réalité. Le mandat d'arrêt disait qu'il avait les yeux bleus, il avait les yeux verts. Bon. Donc il a été remis en liberté, il n'est pas resté chez Monseigneur Etchegaray, il est parti. Et ben, mon ami magistrate me disait, mais moi j'aurais jamais pu faire remarquer qu'il y avait une erreur sur la couleur des yeux pour le faire libérer. Je dis, mais moi, mon métier, c'est de le faire remarquer. Et en fin de compte, je lui ai dit, tu aurais bien été obligé de le libérer. Oui, elle m'a dit, mais j'aurais été obligé de le faire libérer parce que tu l'as fait remarquer. Vous voyez, ce sont des mentalités très différentes. On n'a pas du tout la même approche. Donc, alors, pour revenir à la question initiale, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je lève le voile. Que les gens comprennent ce que c'est le cheminement avec le crime. Ce que ça veut dire de côtoyer Ranucci, d'entendre une peine de mort prononcée, de fréquenter les crimes de Patrice Allègre, de fréquenter les crimes du sac avec un enfant décérébré à coups de barre de fer, de fréquenter les criminels qui ont tué le juge Michel, de fréquenter tous ces crimes, quoi, et de les raconter comme je les ai vécus, moi, de l'intérieur, vous comprenez? Parce que moi, le diable, je l'ai fréquenté. Je l'ai fréquenté, le diable. Je l'ai regardé dans les yeux, le diable. Voilà. Et ça, c'est une expérience unique, et c'est cette expérience que j'ai voulu faire partager. Ça m'a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. C'est pas un peu trahir vos clients et les protagonistes de ces affaires, Non, justement, de ces procès, que de revenir sur elles de façon rétrospective? Je ne viole jamais le secret de l'instruction, le secret professionnel. Jamais. Jamais. Mais j'entre dans le crime comme j'y suis entré en tant qu'avocat. Et le temps, ça laisse plus de liberté, justement, pour parler de ces affaires, oui? Ouais, le temps, ça permet de prendre du recul analytique. Il y a même des moments où d'écrire ce que j'écrivais me faisait peur. J'ai fait des cauchemars. Quand vous dites justement, j'ai vu le diable, ça laisse des traces, non? Oui. Ça perturbe. Oui. Il y avait des moments où vous disiez, j'ai envie de tout envoyer valser, non? Non, jamais. Non, parce que je suis pas de. Non, mais il y a une phrase que j'emploie dans le livre. Finalement, c'est peut-être cette phrase qui m'a permis de tenir toujours. Il ne faut pas désespérer de l'espérance. Il ne faut pas désespérer de l'espérance. Je crois que c'est ce qui me tient et c'est ce qui m'a tenu. En parlant de citation en fin de phrase, vous commencez le livre sur une citation de Pagnol qui aurait très bien pu d'ailleurs être écrite par Malraux: «La sincérité de la mémoire est plus importante que l'authenticité des faits». Oui. Pourquoi vous avez mis cette phrase en exergue? Parce que ça correspond d'abord parce que j'adore Pagnol. Je considère que c'est un très très grand écrivain. Ce que le maire de Marseille a fait à son petit-fils est abominable, lamentable. Vous savez qu'il y avait un musée Pagnol à Marseille, et puis la mairie, sous prétexte de le récupérer pour des bonnes œuvres, a
a fait partir le petit-fils de Pagnol, qui est maintenant Quel maire a fait ça? le maire actuel. Ah, le maire De actuel? moment, on ne dit pas son nom, Ouais, Pagnat, Paillard, ouais, Payot, je ne sais pas comment il s'appelle, ouais. peu importe, hein. C'est lamentable, enfin, passons là-dessus. Cette phrase, parce que on n'est jamais honnête quand on est historien. On ne peut être que sincère. Je veux dire que on fait des choix, qu'on est de parti pris, on est mu par des passions. En revanche, on a un devoir de sincérité. Vous avez toujours voulu être avocat? Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Il y avait un Moi, mentor? non, d'abord, mon premier quand j'étais tout jeune, je voulais être comédien. On se rejoint d'ailleurs un peu. Franchement, voilà. Et mon père m'avait dit, écoute, que si tu veux faire du théâtre, j'ai une cousine qui a fait du théâtre, Marceline Collard, qui était à la Comédie Française. Une autre cousine qui était pianiste, Catherine Collard, très, très, très grande pianiste. Hein. Bon, on est une famille de comédiens, quoi. Donc, et mon père m'avait dit, à l'époque, on ne discutait pas avec les parents. Hein, m'avait dit, Ils quand faisaient tu quoi auras... vos parents? Pardon? Ils faisaient quoi vos parents? Mon père était notaire. Heureusement, il a perdu son étude par décision du gouvernement de Vichy pour fait de résistance. Puis quand il a récupéré son étude sur décision du général de Gaulle, après la guerre, ça a été très difficile pour lui de reconstituer la clientèle, etc. etc. Donc il est venu s'installer à Marseille, il était notaire à Vaucouleurs, d'où le fait que ma sœur se prénommait Johanne. Et là, il est devenu conseiller juridique, parce qu'il était juriste, hein, et il a fini avocat. Bon, voilà. Et le verbe, oui, ça participe aussi de ça. C'est un métier où justement l'éloquence. Vous savez pourquoi les avocats demandent des honoraires? Vous voulez dire le terme honoraire, ça? Pourquoi? Ah, C'est comme un ça. tricot, elle est tricot. Hein. Ah, c'est une blague, oui, encore. Non. Parce que le verbe, c'est fait cher. Attendez, refaites-la moi, celle-là. Vous savez pourquoi les avocats demandent des Honoraires, Voilà. parce que Parce que le verbe, c'est fait cher. le verbe s'est fait cher. Écoutez, je dois être un peu absent là. Alors, dans l'évangile, il y a le verbe, c'est fait cher. Ah, cher, c'est Et H-I-R, là, bien et sûr, là, pardon. cher, ouais. Ah, oui, non, vous voyez, je suis un peu Mais le non, dimanche soir après avoir été à la c'est messe, l'âge, justement, c'est l'âge. parler d'évangile. Justement, le métier de juge, vous n'y avez pas pensé? Non. D'accord. Vous rêviez d'être un avocat célèbre? Non, pas du tout. J'appartenais à une génération qui ne connaissait pas la médiatisation. Vous savez que le Canard enchaîné m'avait surnommé l'avocat todique. Hein. Parce que j'ai été le premier. Hein, C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, oui. Non. Vergès, il était aussi Oh non, un peu, Vergès, mais non, il s'est ouais, médiatisé vrai. après. Hein. Ah oui. Après, Vergès s'est médiatisé sur le tard. Alors, il y avait un peu Lombard quand même, hein, qui, Ouais, c'est vrai. les enseignants ne diront plus rien à personne, bien sûr. Hein. Il y avait un peu Lombard, mais vraiment, il se concentrait aux affaires judiciaires. Moi, je suis allé sur les plateaux de Chabannes, voilà, de Pollack à l'époque, hein, Pollack, le journaliste. Hein. J'ai vraiment déplacé, si vous voulez, l'affaire judiciaire dans Dupond-Moretti, d'une certaine manière, vous a Dupond-Moretti m'a été. beaucoup imité. Oui, Ah ouais. oui. Vous en pensez quoi d'ailleurs maintenant qu'il est redevenu avocat là? Je sais Non, pas moi, si- bon, je le connais bien. J'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas de talent. Ça, c'est. Et je ne suis pas le seul, hein, plein d'avocats. Il y a un avocat qui s'appelle Saint-Pierre. Il y a de la faconde quand même. C'est tonitruant, La grande gueule, quoi. c'est gras, c'est du sumo, voilà. C'est du sumo judiciaire. Vous voulez dire c'est pas fin. C'est pas fin, voilà. C'est pas fin. Mm. Alors bon, il a eu des acquittements, mais il y a aussi le choix des affaires. On Hein. l'a surnommé Acquittator. Oui, non, mais ça, c'est un copain de moi qui l'a surnommé comme ça. C'est Maître Mattei qui est avocat à Marseille. C'est un type génial, adorable, hein. Adorable, fils du colonel Mattei. C'est plutôt pas mal comme réputation quand on est avocat d'être surnommé Oui, surtout, ça permet Acquittator. d'avoir des clients. Mais quand on voit les dossiers qu'il a plaidés où il a obtenu des acquittements, c'est quand même des affaires qui n'étaient pas très dangereuses. Hein. Moi ce qui fait la grandeur d'un avocat, c'est quand il prend des dossiers indéfendables. D'où mémoire indéfendable, c'est le jeu de mots. Ah, quand on Oui, va- mais alors pardon, quand on perd aussi, excusez-moi, c'est pas pour vous que je le dis, mais quand on perd aussi tous ces procès, Ah, c'est pas forcément la preuve qu'on est un super avocat. Non, on est d'accord. Hein On est d'accord. Donc c'est quoi voilà, c'est quoi le C'est le combat. Un vrai avocat, c'est un la avocat jauge? Bon, et c'est sûr qu'il vaut mieux obtenir de bons résultats. Vergès par exemple, à ma Vergès n'avait connaissance, pas beaucoup de résultats. et pourtant Et il tout le prenait des monde causes, il prenait des tout le monde causes. considère que parce qu'il a Oui. défendu Barbie, c'est un très grand avocat. J'étais dans le procès Barbie, moi.
Et j'étais partie civile pour un enfant d'Isieux. J'ai vu Barbie, comme je vous vois, hein. Il n'est pas resté longtemps, puisqu'après il a refusé de comparaître. Bon, Vous avez croisé son regard? ah oui, j'ai bien regardé. J'ai vraiment voulu Il le vous a regarder. regardé, ouais? Ah oui, oui. Quand il est entré dans la salle de la cour d'assises, j'ai eu le hasard de me retrouver juste en face de lui, et j'ai bien regardé son regard. C'était un peu effrayant. Il y avait de la nuit, hein. Il y avait de la nuit, hein. Et croyez-moi, c'était pas un regard que j'aurais aimé croiser dans un interrogatoire. Question un peu bateau avec le recul justement, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué, Gilbert Collard, à ce jour? Tout- toutes les affaires m'ont marqué, mais c'est pas les plus connues, hein, c'est pas Les plus médiatiques? plus médiatiques. Moi, je me rappelle une affaire qui m'a bouleversé. C'est à l'époque, l'interdiction de séjour était un délit. C'était un délit. Et je reçois un courrier un jour de la prison pour défendre un type qui devait comparaître pour infraction à une interdiction de séjour. C'était un Espagnol qui était en France depuis 1946, 45, 46, et qui s'était fait choper sur les quais, hein, en 1972, je crois, 73. Et le type me dit, écoutez, oui, je suis interdit de séjour depuis 40 ans, 30 ans. Bon. Je lui dis, mais il me dit, je voudrais bien vous régler vos honoraires. Je lui dis, écoutez, oui, volontiers, on refusera jamais, ça, bien sûr. Et il me dit, voilà, écoutez, pour toucher vos honoraires, prenez contact avec tel service de l'ambassade d'Allemagne qui me verse une pension tous les mois. Je dis, pourquoi vous avez une pension du gouvernement allemand tous les mois? Il me dit, parce que j'étais déporté, témoin à charge à Nuremberg, et le gouvernement allemand me verse une pension en tant que victime, etc. Et bon, je dis, c'est pas possible. Et euh, jamais on a fait les démarches pour vous permettre de vivre tranquillement en France. Non, non. J'arrive à l'audience, je me renseigne bien sûr, hein. J'arrive à l'audience avec un dossier complet, et je le dis à la présidente. Elle regarde les documents, elle est éberluée d'avoir devant elle un type qui a été témoin à charge contre les nazis au procès de Nuremberg. L'avocat général, le procureur de la République, pardon, était effaré. Elle l'a relaxé en demandant au procureur de se bouger pour qu'il puisse vivre librement en France, mais elle s'est levée pour prononcer la décision. J'ai vu ça une fois dans ma vie. Il y a des affaires que vous regrettez d'avoir prises? J'ai des affaires que je regrette d'avoir prises. Non, honnêtement, non. Honnêtement, non. Vous faites un lien entre le métier d'avocat et le métier, on va dire, politique? On sait que les métiers de robe conduisent souvent à des magistratures aussi, enfin Non, il n'y a plus de. Non, 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 non. Du reste la parole judiciaire n'a strictement rien à voir avec la parole parlementaire, hein. Regardez Dupont. Il n'a jamais été très très bon, hein, au Parlement, hein. Vous me direz, il n'était pas très bon non plus à la barre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. Sérieux, travailleur, attention, ne soyons pas médisants. C'est un avocat sérieux, travailleur, besogneux, lourd. Du reste, ses interventions à l'Assemblée montrent bien que c'est un lourdeau. Bon, hein, c'est un lourdeau, mais travailleur, et bon, le type, c'est pas non plus considéré que c'est un rigolo, hein. Travailleur, sérieux, mais pas, bon, c'est pas un fleurettiste, hein. Quand on demandait à Louis-Ferdinand Céline ce que c'était pour lui un grand écrivain, sa réponse, on peut l'appliquer à un avocat. Il disait, pour moi, un grand écrivain, c'est un flûtiste. Voilà, il faut de la légèreté. De la légèreté. Mais pour répondre à votre question, la parole parlementaire n'a rien à voir avec la parole judiciaire. Rien. C'est deux mondes différents. justement, vous parliez tout à l'heure de l'affaire, Ranucci, donc qui apparaît comme un tournant moral, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette affaire? Puisque c'était, donc, une affaire particulière. Pourquoi? L'affaire Ranucci, elle demeure une affaire
exemplaire à cause de la condamnation à mort de Ranucci. Condamnation à mort. Vous êtes toujours persuadé de la culpabilité, là? Oui, non, mais je crois que, bon, quand on connaît le dossier, il n'y a aucun doute, hein. Il y a de ça quelque temps, j'ai participé à une émission avec Andelade, qui est un adversaire de la peine de mort, hein, tout comme moi, et qui a admis que la preuve de la culpabilité de Ranucci, pour qui lit le dossier, est évidente, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail du dossier, hein. Mais bon, ça a été, si vous voulez, à cause de l'histoire du pull vert rouge, qui est une création littéraire, hein. Fameux livre de Gilles Perrault qui Gilles a Perrault. créé toute une légende sur cette affaire, comme vous l'expliquez Voilà, d'ailleurs voilà. dans Pour votre ça, j'explique dans le livre, dans mon livre, j'explique bien comment a été fabriquée la légende du pull-over rouge. Il faut quand même savoir qu'à l'audience, on n'en a pratiquement pas parlé de ce pull-over. Et qu'après, il est devenu une espèce de symbole de l'innocence de Christian Ranucci. Mais c'est une affaire maudite, quoi. Le frère de Maria Dolores va devenir criminel, lui aussi, après. Il a tué 2 personnes. Après, c'est une terrible affaire dans laquelle on n'entre pas sans y laisser quelque chose, hein. Pourquoi vous êtes opposé à la peine de mort? Vous l'avez encore rappelé là, il y a un instant. Ben, pour de multiples raisons. D'abord parce que je n'ai aucune confiance dans le jugement humain, pas plus dans le mien que dans Enfin, le maintenant, vôtre. il y a l'ADN, il y a la preuve Maintenant, scientifique il y a aussi. l'ADN, mais oui, mais voilà, on peut aussi mettre des traces d'ADN, hein. Un type fait l'amour avec une femme, il la quitte. Après son départ, un individu pénètre dans l'appartement, l'étrangle, la dépouille, vole tout et s'en va. Qui est accusé? Celui qui a laissé sa trace d'ADN. Il ne faut pas croire que l'ADN dispense d'enquête. Ouais, c'est une vraie belle objection. Je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Ah oui, mais c'est Bah, pas. quand on a la preuve, alors là vous parlez de l'enquête pour dispenser aussi du doute sur la culpabilité, mais si on est comme vous l'avez Non, dit, mais même si vous me démontrez à 100% voilà, euh, que quelqu'un est que coupable je ne d'un le horrible condamnerai, crime, comme on a vu des crimes non, je le épouvantables ces condamnerai à la derniers, réclusion criminelle à perpétuité. ou qu'à la charge de la société. Oui, en exigeant que la société, elle a d'autres charges, hein, en exigeant qu'il reste en prison à Ah, la perpétuité. perpétuité réelle. Ah oui, moi je suis. Elle n'existe plus, vous savez Non, mais c'est le bien. scandale, c'est le scandale, il est là. Le scandale, il est là. C'est qu'à l'heure actuelle, les peines ne sont pas effectuées et que la plupart des condamnations ne vont pas jusqu'au bout. Il faut vraiment que l'on instaure une perpétuité réelle, que ça plaise ou non au système européen. Les gens le demandent et ils ont raison. Au moment où on a aboli la peine de mort, on devait instaurer une perpétuité réelle, irréversible. Irréversible. En parlant d'autres affaires, on ne va pas spoiler tout le livre, mais vous parlez aussi de l'affaire Flactif, hein, qui a influencé votre carrière et votre perception du métier d'avocat, si je comprends bien. Pouvez-vous d'abord nous redonner les principaux éléments de cette affaire et pourquoi ça, C'est donc ce qui est justement, ça vous extraordinaire a tellement marqué? dans l'affaire Flactif, c'est que Une famille? hein, C'est une famille, c'est c'est une ça famille qui... qui est décimée, le père, la mère, les enfants, ils sont assassinés par un voisin jaloux, jaloux, qui va s'inspirer d'un fait divers qu'il verra à la télé pour commettre ce crime inimaginable. Et il va se faire à la télé, dans des émissions de télé, l'accusateur des victimes, en disant que c'est pas étonnant qu'ils aient disparu parce qu'ils devaient de l'argent à tout le monde, parce que c'était un voleur Flactif. Bon, Ça a contribué à noircir votre vision de l'homme, hein, cette affaire. Tartuffe. Enfin, Tartuffe, il y a un côté léger, Mais humoristique. Tartuffe assassin. Ouais. Tartuffe ensanglanté, mais vous vous rendez compte, le type
capable de demander. Tant de haine. Je crois que c'était Pujadas qui l'interviewait, il me semble, hein. Oui, je crois que j'avais vu un reportage, c'était sur 7 à 8, je crois. Il y Ouais, avait un c'était oui, documentaire à la capable de fin. vous vous rendez compte. Lui et sa Et sa compagne. femme aussi Et était. sa compagne, Voilà, voilà, sa compagne. Vous vous rendez au pied de compte, ce ce chalet. type douteux, là, alors qu'il avait assassiné, bon. Et on y croyait, hein. Et tout le monde y croyait. Alors les gendarmes, quand même, ont été. Ce que je raconte, c'est ça qui est intriguant dans l'histoire, et le livre le raconte. Les gendarmes ont été intrigués par cette espèce de vindicte, quoi, contre la victime, hein. Mais là, comment voulez-vous Mais faire. s'il n'y avait pas eu ça, les gendarmes n'étaient pas intrigués ou ils remettent tout le temps Ben, ils en ont été cause? intrigués aussi par le fait que pendant une perquisition, ils surveillaient à la jumelle. Ça les a. Ils se sont dit qui est ce type qui nous surveille là, et ils ont cheminé vers lui dans des conditions que je raconte dans le bouquin. Puis quand ils sont arrivés, ils lui ont posé la question pourquoi vous regardez, ça m'intéresse, je suis curieux. Bon, et puis après, le juge d'instruction a eu l'idée pour rechercher l'ADN de faire des prélèvements sur un nombre important de personnes du village, et lui, dans un premier temps, avait refusé de se soumettre au test ADN. Donc, ça a commencé quand même à le signaler. Bon. Après, il a accepté de se soumettre, mais en précisant qu'il était allé plusieurs fois chez les flactifs et qu'il s'était coupé. Voilà. Ça peut arriver, hein, mais beaucoup de hasard. Ce qui est fantastique, fascinant, c'est la capacité inouïe de mensonge, quoi. Justement, c'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'il faut parfois mentir pour être un bon avocat? C'est ce qu'on appelle le mentir vrai, quoi. Vous étiez bon là-dedans, non? Moi, je suis un grand menteur. Faut avouer, tu as me Je pardonner. suis un grand menteur, mais je suis un grand menteur qui dit la vérité, parce que je n'ai jamais utilisé mes mensonges. J'utilisais le dossier. Si je mentais, c'était la faute du dossier. C'est le dossier qui me faisait mentir. C'est pas moi. Je ne vais pas dire à un juge qu'il fait jour en pleine nuit. Si le dossier dit qu'il fait nuit, je ne peux pas mentir et dire qu'il fait jour. Mais si le dossier dit qu'il faisait un peu jour, je peux travailler sur ce un peu pour en faire du beaucoup. Et vous étiez plutôt bon là-dedans, il faut le reconnaître. Alors, on invite vraiment tous les gens qui nous regardent à se procurer ce livre qui est passionnant. Et justement, dans votre conclusion, vous faites le bilan d'une carrière marquée par la défense de l'indéfendable. Donc, pour faire un effet miroir à ce titre. Donc, vous êtes fier de ce bilan, Gilbert Collard? Honnêtement. Bah, comme je suis croyant, ça dépend à l'autre de me le dire, hein. Quel bilan vous faites de votre carrière, avec le recul? Allez. Oh, je me suis. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer l'avocat de son client? Ah oui, oui. Vous n'êtes pas le diable? Part de diable. J'ai quand même fréquenté le diable, voilà. Moi, je vous garantis que le diable existe, hein. Libre à vous de ne pas le croire, mais il existe. On va traiter de complotiste, là. Ah non, mais il existe, le diable. Le mal existe, le diable existe. Et vous avez des incarnations du mal, terribles. Mais vous les côtoyez, vous les voyez même pas, hein. Vous savez peut-être même pas, hein. C'est vrai. Non, vous avez un petit ton de Galabru, là, à l'instant. En quoi cette carrière, elle vous a aidé à mieux comprendre? Comédien, hein. Ouais, immense comédien, bien sûr. En quoi cette carrière, et ça va être ma dernière question sur votre livre, vous a aidé à mieux comprendre l'âme humaine, tel un écrivain? C'est Lacan qui a dit que seul le romancier est capable de comprendre l'être humain. Parce qu'il faut le temps de l'écriture pour comprendre, hein. D'où les grands livres, hein, sur les grands crimes, hein, bon. D'écrire, ça m'a permis d'avoir cette longue réflexion que la rapidité de l'obligation de défendre ne donne pas. Ne donne pas, parce que on est dans un, puis on est dans un objectif, quoi. Ce qui, moi, je pense notamment au livre sur Roman, vous savez, ce mythomane qui a tué toute sa famille. Bon, le bouquin, c'est une leçon magnifique. Il y avait un film qui avait été adapté. Adapté, oui. Voilà. C'est une leçon magnifique, hein, sur le passage à l'acte criminel. Bon, c'est ça qui nous fascine. Vous savez, quand on est avocat, c'est le passage à l'acte, quoi. C'est comment un individu, l'assassin de Flactif, par exemple, comment arrive-t-il à un moment donné à décider de tuer des enfants? Moi, je suis allé, le jour de la reconstitution,
dans la chambre de la petite fille. N'entrez pas, c'est Noël sur la porte, oui, marqué. Non, voilà. Comment un individu bascule, quoi. Pourquoi rien ne le retient? Pourquoi il tombe dans cet abîme où il va entraîner la vie d'innocent? Ça c'est le moment effrayant, quoi. Alors, quand on est en défense, quand on plaide, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne veut pas même, parce que si on le faisait, on serait tétanisé, paralysé. On défend, parce que c'est la loi de la démocratie judiciaire. Mais après, quand on réfléchit, quand on se dit, mais pourquoi, par exemple, dans l'affaire d'Oriol Finocchieti, un instituteur donne-t-il ce coup de barre de fer qui va décérébrer l'enfant de 9 ans qui a été son élève? Pourquoi tu bascules à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas des forces qui te retiennent? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'humanité là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma quête. J'ai pas pu le comprendre tout ça quand j'étais avocat. Parce que je défendais. J'avais un objectif de défense. Mais je l'ai accumulé tout ça. Et j'ai eu besoin, voilà, de me poser toutes ces questions et d'essayer humblement d'y répondre. Ouais, c'est ça, la réponse, elle est encore, mystérieuse, parce que c'est la différence entre l'animal et l'humain, mais finalement, on est à ça, d'une bascule, hein, Ouais, tous, sauf que l'animal, c'est pas le mal ouais, parfois, par ouais. cupidité, quoi. Bon, en tout cas, vraiment, passionnant cet ouvrage qui sort donc dans 2 jours, hein, puisqu'on est diffusé le 3 novembre, donc c'est le 5, donc le même jour. C'est un hasard aussi que l'élection américaine, enfin, Ah, ça me passionne ça, cette vous allez histoire. peut-être faire de l'ombre à Donald, hein, hein. Mais Parce qu'il m'a appelé, il n'était pas content, hein. oui, je sais, non, mais de reste, moi j'ai des Ouais, relations avec Trump. ouais. Je, je connais beaucoup de gens de son entourage, beaucoup. D'ailleurs, on va essayer de monter une soirée électorale, là. On C'est est en passionnant. train Moi, de travailler à ne ça. serait-ce que pour voir la gueule des commentateurs de À gauche. Barthès qui avait Ah, pleuré, vous Barthès, vous mon Dieu, souvenez? qui pleure. Non, mais C'était ne serait-ce magnifique. que pour ça, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit élu. Pensez eh ben, alors justement, on y vient. Pensez allez, un petit mot là-dessus, on parle d'international à présent. Vous y croyez à la réélection de Trump ou pas? Oui. Oui. Il paraît que c'est de plus en plus serré comme par hasard dans les derniers sondages, dans les derniers tout derniers sondages, Kamala Harris, il paraît sur un fil, On a été au-dessus. vu sur un film, elle va tomber. Elle ne restera pas sur le film. Non, non, je crois pas. Vous Moi, croyez pas qu'il va y avoir de la magouille et que ne me rendez pas complotiste, hein. ouais. Ils vont peut-être essayer, hein. Ils vont peut-être essayer de magouiller, mais ça risque quand même de mal se terminer, hein. Mais vous avez quand même beaucoup évolué, pour être tout à fait transparent et honnête, et cher Gilbert Collard, vous savez que je vous apprécie beaucoup, mais c'est vrai que pour le commun des mortels qui nous regarde, c'est vrai que y a plein de gens qui vous adorent, mais qui me disent: «Gilbert Collard, bah, voilà, on en vient de nouveau à la politique, vous étiez au PS, vous avez fait tout l'éventail, ensuite vous avez été au RN, Je suis un migrant, vous êtes une girouette ou pas?» non, un migrant, Ouais. un migrant. Je n'ai jamais changé C'est-à-dire qu'au d'idée. moment où vous avez changé, vous étiez sincère. Je n'ai jamais changé d'idée. Je vous mets au défi de trouver un point d'idée, un point d'idéal sur lequel j'ai varié. La peine de mort. Je suis entré dans un mouvement politique qui était pour son rétablissement. Je n'ai jamais cédé. Le racisme, je l'ai toujours combattu. L'antisémitisme, j'étais le premier Ouais, à à l'Assemblée, l'Assemblée et nationale. un discours, je reconnais, qui J'étais le était premier. assez impressionnant, ouais. J'étais le premier. Je n'ai jamais cédé sur mes idées. Jamais. Jamais. Changer de véhicule. Bah oui, parce qu'il y a quand même là, bon, l'avenir vous a un peu donné tort par rapport à Marine Le Pen quand même. Ah là, je me suis Bon, planté. vous êtes quand même bien planté là. Ah là là. Ah ça, c'est le... Ah, mais je reconnais, moi, ce que tu fais. C'est la connerie de ma vie, c'est d'avoir cru en Zemmour. Je le reconnais, mais pourquoi ne pas avoir l'honnêteté de reconnaître ses erreurs? Je pensais avoir affaire à Napoléon, je suis tombé sur la biche. Bon.
Ah, il y a des qualités à côté. Non, mais là aussi, c'est très violent vis-à-vis d'Éric Zemmour, pardon. Non, mais Parce que, il serait là. parce que moi, je me Il dis, serait là, en face de moi, je lui dirais. Je lui ai dit du reste, ça. Il a des qualités, c'est un type intelligent. Mais quand même, pour que tout le monde soit parti, il faut bien qu'il y ait une raison, non? Pour que tout le monde soit parti. Aujourd'hui, il n'y a plus que Sarah Knafo et Zemmour. et la, Ce qui enlève la, rien, attention. la forme du départ Mario Maréchal, ça vous a Non, mais c'est pas pas. aussi surpris? Pour certains, Non, je ça a l'avais prévu été... dès le début, moi, que ça se terminerait comme ça. Je l'avais prévu dès le début que ça se terminerait comme ça. Dès le début. C'est la politique, ça, finalement. C'est la qualité de relations humaines. Personne ne se pose la question pourquoi Rivière est parti, pourquoi B est parti, pourquoi Pelletier est parti, pourquoi Marion est parti, pourquoi Jacqueline est partie, pourquoi je suis parti, pourquoi tout l'entourage est parti. Bah, peut-être parce qu'il avait perdu à un moment donné, et puis non, Non, on mais lâche non, les gens quand ils sont non, mais non, à la non, difficulté, non? non, Parce qu'au non, moment où il était à 19%, tout le monde le rejoignait, non? non. Oui, beaucoup de gens. Et Marine Le Pen, à l'inverse, tout le monde Moi, je l'ai rejoint l'abandonnait. au moment où il était le plus bas. Ouais, Moi, autant pour moi. autant pour vous, hein. Ouais, d'accord. Mais non, il faudrait que ce soit lui qui se pose la question surtout. Se dit bien à côté, attention. Je veux dire, moi, je porte un jugement sur son action politique d'un moment, mais il a plein de qualités d'écrivain, Il a été très meurtri par le départ de Mario Maréchal. Moi, je le crois sincère. Hein, je l'ai je eu. le crois aussi, mais qui se pose la question, pourquoi sont-ils partis? Avant de le rejoindre, j'étais allé le voir au Figaro et je lui avais dit, tu sais, Eric, je te rejoins pour des questions d'idées. Jamais je ne dirai de mal de Marine, ce que j'ai respecté du reste. Je te rejoins pour des questions d'idées, mais je t'en supplie, ne fais pas les mêmes erreurs qu'elle. Tiens compte de Mais la... vous voulez dire que les idées, c'est au-dessus de la loyauté? Parce que, pardon, mais là aussi, vous avez quitté Marine Le Pen, donc vous étiez, je le sais parce que je connais quelques-uns de ses proches, vous étiez c'était presque une relation familiale que Ah vous mais aviez non, avec elle. mais, Enfin, et elle a été très... Là, je le mais, non, sais, mais, enfin, non, mais, je crois qu'elle a été mais très encore une peinée de fois, je le votre... répète, si elle ne m'avait pas fait le coup qu'elle m'a fait, Alors, dites-le, parce que vous me l'avez dit hors antenne, non, ça, mais mais moi, c'était moi, quoi? C'était moi, parce qu'un jour, elle vous a... Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.